Voici les titres de cette édition d'information. La grande commission mixte de coopération Guinée-Burkina Faso, les travaux ont débuté ce matin à Conakry. Les experts des deux pays travaillent sur plusieurs axes de coopération et on en parle dans un instant. La deuxième édition du Salon national d'orientation a été également lancée ce matin à Conakry. C'est une initiative des autorités pour aider les bacheliers à faire de bons choix. Plusieurs activités sont prévues à cet effet. Et enfin, il sera question de sport avec le programme FIFA Football for Schools. La Guinée bénéficie de ce projet innovant qui vise à promouvoir la pratique du football dans les écoles. Bonsoir à tous. Tout d'abord, les échos de la session ordinaire du Conseil des ministres. C'est un rendez-vous hebdomadaire au cours duquel des questions liées au développement socio-économique du pays sont abordées. La rencontre a été présidée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Et voici un extrait du compte-rendu avec la ministre de l'Information et de la Communication. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 27 avril 2023 de 12h à 14h. Sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 25 avril 2023. 3. Décision du Conseil des ministres. 4. Divers. Au titre de son message, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message par rappeler sa visite effectuée au chef-lieu de la région administrative de l'Abbé à la faveur de la célébration de l'Aïd al-Fitr par la communauté musulmane, où il a eu l'occasion de prier et fêter avec la population de la préfecture. À cette heureuse occasion, le président de la Transition a formulé des vœux de santé, de prospérité, de paix pour chaque Guinéenne et Guinéen. Il a indiqué avoir été très honoré et touché par l'accueil, l'hospitalité, l'organisation ainsi que la visite que les sages et les jeunes lui ont rendue à la Villa Sili. Il a tenu à les en remercier. Par ailleurs, le président de la Transition, déplorant le tragique accident survenu à Sugueta dans la même soirée et qui a coûté la vie à 3 de nos braves gendarmes, a prié pour le repos de leur âme. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État a présenté ses condoléances les plus attristées aux différentes familles des victimes ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Le président de la Transition a ensuite porté son message sur 4 points. La modernisation et la fluidité du trafic routier, la visite officielle du président Paul Kagame, la grande commission mixte de coopération Guinée-Rwanda, l'ouverture des représentations consulaires et des lignes aériennes entre Conakry et Kigali. S'agissant du premier point, relatif à la modernisation et à la fluidité du trafic routier, le chef de l'État, dans le cadre de la réalisation des grands chantiers amorcés par son gouvernement, a indiqué que la constance et le respect du délai des cahiers de charges sont impératifs dans l'exécution des projets. À cet effet, il a félicité le ministre des Infrastructures et des Travaux publics pour le respect des consignes qui a permis l'inauguration de l'échangeur Paul Kagame de Kagbele. Dans la même lancée, il a invité le ministre à continuer la même rigueur pour finir les autres échangeurs conformément au délai contractuel. Concernant le deuxième point relatif à la visite officielle de son Excellence le président Paul Kagame, le président de la Transition a rappelé que son homologue rwandais, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail et d'amitié en République sœur de Guinée. Le chef de l'État, rappelant également que cette visite portait sur les échanges de plusieurs sujets d'intérêt nationaux au bénéfice de nos populations respectives, a remercié son hôte pour la marque d'attention dont il a fait montre. À propos du troisième point relatif à la grande commission mixte de coopération Guinée-Rwanda, le président de la Transition a rappelé que les équipes techniques des deux pays ont sérieusement travaillé pour aboutir à l'élaboration d'un protocole d'accord le 18 avril 2023. Pour donner un sens à ce document, il a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de la grande commission mixte Guinée-Rwanda et du protocole d'accord sur les postes,
les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, la digitalisation de l'État, entre autres. Au sujet du 4e point relatif à l'ouverture des représentations consulaires et des lignes aériennes entre Conakry et Kigali, à la faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République de Guinée et celle du Rwanda, le chef de l'État a instruit le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger d'œuvrer sans délai pour l'ouverture des représentations consulaires entre les deux pays. Dans le même sillage, il a instruit le ministre des Transports de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture de lignes aériennes entre Conakry et Kigali. Dans l'actualité, ce soir, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a présenté le niveau d'exécution des activités inscrites dans le chronogramme de la transition. Des efforts sont en train d'être faits pour respecter le calendrier établi avec la communauté internationale. Les travaux ont été présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, Hadi Camara. C'est un atelier de présentation du niveau de mise en œuvre des activités de chronogramme de la transition. Les travaux sont initiés par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. L'objectif est de rendre compte des différentes étapes déjà franchies, les projets en cours de réalisation et les perspectives. Il est important de noter que sans constitution, il n'y a pas d'élection et sans fichier électoral, il n'y a pas d'élection. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'analyser des solutions techniques afin de réaliser de façon parallèle des activités importantes inscrites. Le délai de mise en œuvre des 24 mois sera respecté. En termes de perspective, nous pouvons vous informer de la tenue très prochaine des ateliers de lecture et de validation des avant-projets de loi, du recrutement d'un prestataire en charge de l'archivage et de la digitalisation des anciens actes d'état civil, de l'acquisition de tout le matériel de recensement, de l'achat des fournitures consommables, de la mise en œuvre et de la mise en place des organes d'exécution du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et de gestion des élections. Le département du plan et de la coopération internationale et celui de l'économie et des finances, tour à tour, reviennent sur le coût global du chronogramme et mettent l'accent sur plusieurs aspects qui contribuent à mener à bien toutes les activités inscrites dans ce chronogramme de la transition. Les activités de la phase préparatoire ont déjà démarré et ont pris fin en décembre 2022. La cartographie censitaire qui a débuté aussi par la prise des photos satellitaires a également pris fin et les analyses et la collecte de données se poursuivront de janvier à septembre 2023. Le recensement pilote lié aux activités du RGPH4 se tiendront de février à septembre 2023, donc les activités ont également démarré. J'aimerais également parler du budget relatif au RGPH4 qui s'élève à 330 milliards de francs guinéens, soit 38 600 000 dollars américains. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le système des Nations unies et l'Union européenne ont manifesté des besoins d'accompagner le gouvernement. Et pour matérialiser cet accompagnement, la Banque mondiale, dans le cadre de l'enveloppe IDA 20, a constitué un montant de 45 millions de dollars qui va concerner le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique. Et dans cette enveloppe de 45 millions de dollars, il y a 12 millions qui concernent le recensement général de la population et de l'habitat. Et il faut noter déjà que 5 millions de dollars sont déjà disponibles au titre de la contribution de la Banque mondiale pour accompagner le processus. Pour la Banque africaine de développement, il y a plus d'1 million de dollars qui ont été annoncés. Au mois de mars dernier, une requête de financement a été adressée au système des Nations unies et il y a une semaine, nous avons reçu la lettre d'engagement formel du système des Nations unies sur un montant total de 601 735 000 dollars. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers est basé d'abord sur les efforts propres du gouvernement. Dans le budget exercice 2023 que nous avons appelé le budget de rassemblement, le gouvernement a constitué 400 milliards de francs guinéens pour le processus de déroulement du chronogramme de la transition. La dynamique enclenchée tient la route et le Premier ministre engage tous les acteurs sociopolitiques,
les institutions internationales et autres partenaires techniques et financiers à accompagner la Guinée pour la réussite de la transition. Le gouvernement que je dirige se réjouit du soutien dont il bénéficie de la part des pays frères et amis, des partenaires techniques et financiers, des acteurs politiques et sociaux, des médias, ainsi que de la population guinéenne. Je réitère ici l'engagement pris par le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, pour le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et équitables. Dès le commencement de la transition, le message porté par le CNRD et les actions mises en place par le gouvernement ont démontré l'ambition des autorités de mettre en place un État et des institutions soucieux du bien-être des populations guinéennes. Vous en êtes les témoins et avez apporté votre soutien pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui donc, je vous lance à nouveau un appel pour un soutien technique, financier, conséquent. Je termine par remercier encore une fois le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le soutien sans faille et la confiance totale dans la mission qu'il m'a confiée. Au cours des débats, les techniciens des différents départements et autres structures impliquées dans ce processus échangent sur les différentes étapes liées au recensement général de la population, la faisabilité de l'analyse et la dissémination de certaines données à travers la digitalisation. Et quelques mois donc après le lancement effectif de ce chronogramme de la transition, les autorités dressent le bilan. Elles rassurent, vous l'avez entendu, de leur détermination, même si de nombreux défis sont à relever. Le processus compte plusieurs étapes, comme le montre ce reportage d'Amadou Touré. Parmi les 10 points du chronogramme de la transition figure en bonne place le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 4 et le recensement général à caractère d'état civil. Ces programmes vont permettre de mettre en place un fichier électoral sans aucune ambiguïté. Lors de cette cérémonie, le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a apporté des précisions sur ces programmes fondamentaux du chronogramme. Pour nous, gouverner, c'est rendre compte. Et gouverner, c'est harmoniser les faits et les dits. Donc ce matin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration du territoire, a convié l'ensemble des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers, des acteurs sociopolitiques de notre pays, pour rendre compte du niveau de mise en œuvre de l'agenda de la transition, et dont les 2 premiers points, à savoir le recensement administratif et le recensement général de la population et de l'habitat, et le recensement administratif à vocation d'état civil ont déjà démarré. Je précise qu'il y a certaines actions de ce recensement administratif à vocation d'état civil que le gouvernement avait déjà anticipé depuis 2022 et qui sont en train d'aller très rapidement. Comme nous avons, dans le compromis dynamique avec la CEDEAO, on s'est accordé sur un délai de 24 mois, cela va sans dire que les ressources financières qui doivent être mobilisées pour accompagner le gouvernement de transition devaient être aussi de mise et à jour afin d'aller très rapidement sur ce processus. Cette rencontre aussi se devait de montrer à nos partenaires techniques et financiers qui ont pris des engagements auprès de la communauté internationale et la communauté régionale qu'est la CEDEAO, d'accompagner techniquement et financièrement la Guinée, de sonner l'alarme afin qu'ils puissent se mobiliser très rapidement pour accompagner le gouvernement afin d'avoir les ressources pour qu'on puisse mettre ces 10 points de l'agenda de la transition dans le délai imparti des 24 mois initialement convenu entre la Guinée et la CEDEAO. Au cours de cette cérémonie de présentation du niveau de mise en œuvre des activités du chronogramme de la transition, les représentants des coalitions des partis politiques et acteurs de la société civile et autres éléments des forces vives ont donné leur impression suite à ces différentes présentations. Quand les gens se posent la question, est-ce qu'en 24 mois c'est possible, je vous dis hautement et réellement et scientifiquement c'est possible. Le président l'a dit, a instruit et a assuré la disponibilité de tout ce que je vous dis en haut, surtout les moyens humains, financiers et matériels. Tout le monde est invité pour le respect de ce calendrier. La population demande
quelques points qui sont importants. Premièrement, c'est l'accès aux pièces d'état civil gratuit. Ça veut dire l'extrait de naissance et les cartes d'identité biométriques. Gratuit. Croyez qu'on allait nous dire que le fichier électoral qui sortira du recensement administratif à vocation état civil sera prêt à telle date. De nous dire également les premières élections, si ce sont des élections locales, seront organisées à telle date. Les élections législatives, etc. Et jusqu'aux élections présidentielles. C'est ce qu'on a cru. Je crois que c'est ce qui aiderait le président de la transition, qui a la volonté, qui veut vraiment aller aux élections dans les 24 mois. Moi, je le crois au fond de moi. Mais il faudra que c'est l'administration sur laquelle il s'appuie soit aussi dans le même esprit. À 4 mois seulement du début du chronogramme établi avec les acteurs politiques guinéens, partenaires au développement et organisations internationales, le constat général qui se dégage de l'avis de nombreux observateurs démontre des avancées appréciables, ce qui permet des grands espoirs quant au retour à l'ordre constitutionnel, comme prévu par les différents accords. Et l'autre grand chantier de cette transition, c'est bien sûr la conception d'une nouvelle constitution pour la Guinée. Et dans cette perspective, le Conseil national de transition et ses partenaires viennent d'organiser une conférence débat sur le thème « La constitution sensible au genre », une rencontre pour discuter de la place et des droits des femmes. Ablaye Diallo. Dans cette salle historique du 28 septembre du Palais du Peuple, témoin de grands événements de l'histoire de la Guinée, des femmes se retrouvent pour un partage d'idées. Il s'agit pour elles de débattre sur les questions qui concourent à l'élaboration d'une future constitution sensible au genre. Une approche participative et inclusive qui devrait permettre à ces actrices de faire un diagnostic sur les lois portant protection des femmes. Une constitution sensible au genre fixe des règles d'équité et prévoit des lois et les institutions de lutte pour l'égalité, contre la discrimination sous toutes ses formes, contre les violations et violences de toute forme nature à l'égard de la femme. La Constitution et les lois sensibles au genre sont destinées à éliminer ou tout au moins à faire barrage à toute idée ou tout ordre de rôle et de pouvoir dévolus spécifiquement aux hommes et aux femmes. Cet échange intervient au moment où le Conseil national de la transition s'apprête à organiser le débat d'orientation constitutionnelle qui aboutira à l'élaboration d'une constitution. Ce qui est pour les partenaires une opportunité à saisir pour matérialiser l'ambition des autorités à promouvoir l'égalité des sexes. Nous pensons que c'est une suite directe du symposium qui a été organisé, qui a permis d'élever le niveau de compréhension à la fois des conseillers et des acteurs impliqués dans le processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Mais suite à cette activité, il faudra aussi travailler avec les structures féminines, à la fois de l'administration, de la société civile, de toutes les couches en tout cas impliquées pour pouvoir aider à harmoniser la vision de la dimension genre, plus particulièrement participation des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Dans un langage franc et direct, Dr Dansa Kourouma invite les participants à transcender les clivages sociopolitiques afin de bâtir ensemble une Guinée prospère. C'est une opportunité unique à donner au CNT et selon les canaux les plus appropriés, ce que vous pensez au plus profond de vous-même comme mécanisme pour aboutir à une constitution qui garantira irréversiblement les droits fondamentaux des femmes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Si la Constitution, qui est la base juridique, la source de droit la plus importante dans un pays, règle les questions fondamentales d'implication, de participation, je crois que jaillira de cette source en abondance toute
beaucoup d'autres opportunités pour votre pleine participation dans la vie de la nation. Et c'est pourquoi ce n'est pas un débat simple pour venir s'échanger des accolades ou des poignées de main. C'est un débat qu'on veut fécond, mais surtout sincère, pour que les prochaines étapes d'élaboration de la nouvelle constitution soient illuminées par cette énergie, par cette lumière qui jaillira de cette première concertation nature du genre. C'est ça qui est au plus profond de moi. À l'issue de cette journée de réflexion, des recommandations pertinentes seront formulées pour aider le Conseil national de la transition dans le processus d'élaboration de la Constitution et d'autres textes juridiques. Et je le disais tout à l'heure, au sommaire de cette édition d'information, les travaux de la 3e session de la grande commission mixte de coopération Guinée-Burkina Faso se tiennent à Conakry. Les cadres des deux États passent en revue plusieurs questions de coopération bilatérale. La Guinée et le Burkina Faso sont en effet deux pays en transition et qui ont donc besoin de renforcer significativement leurs relations qui datent déjà de plusieurs années. La Guinée et le Burkina Faso viennent de loin. Les premiers contacts diplomatiques entre les deux jeunes États ont été établis dès les années 70. Les deux républiques signaient alors des accords de base instituant le cadre légal de la tenue des sessions mixtes de coopération. La dernière date de 2017 à Ouagadougou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour et ont fait l'objet du renforcement de la coopération. Aujourd'hui, dans un contexte de transition, les deux États se retrouvent pour poursuivre l'aventure. Et les travaux de cette consultation, qui sont la troisième du champ, restera dans les canaux de notre marche vers la consolidation de l'amitié. Cette troisième grande émission de coopération trouve à suffisance l'engagement des deux chefs d'État, le colonel Mamadi Doumbouya et le capitaine Ibrahim Traoré, de renforcer l'axe Conakry. Rapprocher entre les deux frères d'armes, son excellence, Ibrahim Traoré, son colonel Mamadi Doumbouya, illustre parfaitement cette volonté pour dynamiser les relations en disant faire un modèle sur notre sous-région, et de faire profiter de ce pays, de notre voisin, dans ce sens, de donner une consultation bilatérale qui permettrait de réinvestir les liens de coopération entre les deux pays, signature de plusieurs accords à la fin des travaux, pour le bonheur des Guinéens, de Burkinabé. La délégation de Burkina Faso en audience, la présidence de la République présentée, les résultats accordés par ce sens sur les 22 accords de coopération, les accords de Comor Bari pour le compte rendu. L'objectif de la visite délégation de Burkina conduite par la ministre des Affaires de la coopération régionale et étrangère de l'étranger, Madame Olivia Ruamba, vise la diversification des relations de coopération. La Guinée est le pays des hommes intègres, reçu en audience au palais Mohamed. Elle est venue le président de la coalition, Mamadi Doumbouya, engagement aux côtés nationaux
homologue capitaine Abel Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre du renforcement des deux États, au bénéfice des deux colonnes du chef de l'État, le chef colonel Mamadi Doumbouya, le secrétaire général de la présidence guinéenne, le colonel Amara Kamara, a magnifié les liens de coopération qui existent ici entre la Guinée et le Burkina Faso. Le colonel Amara Kamara s'est également réjoui du travail abattu par les deux parties lors de la troisième commission des Nations Unies de coopération Guinée-Burkina Faso, dont les travaux viennent de s'achever une rencontre bilatérale au cours de la 22 accords de coopération ont été signés. L'approbation de la collaboration entre la Guinée et le Burkina Faso est jamais nécessaire, car les deux chefs d'État ont la même convergence de a-t-il rappelé. Je voudrais d'abord, comme l'avait dit tantôt, Madame Rambaye, qu'on a pris depuis quelques jours, et avec une visite à la présidence aujourd'hui, en train de faire un compte rendu rapide du contenu des travaux qui sont avec la partie guinéenne. Il est important de rappeler à ce stade que ceci procède de la volonté des chefs de l'État d'avoir une vision commune sur l'avenir, les destinées des deux peuples, faire en sorte que le pays ait la même vision par rapport au grand sujet d'État. Donc c'est ce qui a conduit aujourd'hui à la conclusion des travaux de la grande commission mixte qui va normalement être clôturée aujourd'hui par la signature de 22 accords. Je dis bien 22 accords parce que c'est très important de pouvoir se confier que 22 accords. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aspects de la vie des populations qui ont été pris encore une fois. C'était également l'occasion pour Madame de présenter les salutations de son frère du président Traoré, le frère du président Doumbouya. Et à l'occasion de cette visite, et en retour, nous l'avons. Pourront pas faire. Donc ces emails sont quelques-uns. Et rassurez-vous, ces deux accords-là touchent tous les domaines du secteur socio-économique, culturel et même, je dirais, diplomatique entre nos deux États. Et je voulais justement profiter de ce micro-là pour remercier la République sœur de la Guinée pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à moi-même et à toute la délégation qui m'accompagne. Et aussi traduire les salutations fraternelles et amicales de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré à l'endroit de son très cher frère et le colonel Doumbouya. L'axe Ouagadougou-Bamako-Conakry se renforce davantage. En tout cas, les autorités de ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest posent des actes concrets dans ce sens.
La création des commissions mixtes Guinée-Burkina d'une part et Guinée-Mali de l'autre est une parfaite illustration de la volonté constructive de coopération des trois chefs d'État, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré. Et on en vient maintenant au week-end africain du droit minier et de l'énergie, dont les travaux ont débuté également ce matin à Conakry. C'est une rencontre qui permet aux professionnels de 15 pays de proposer des solutions concrètes aux problèmes liés à l'exploitation des ressources. Et c'est aussi pour amener les hommes de droit à se spécialiser dans ces différents domaines. Tcherno Younoussaba. La Guinée abrite le week-end africain du droit minier et de l'énergie. Cet événement panafricain réunit des fonctionnaires, avocats, universitaires et dirigeants de sociétés venus de 15 pays, dont 2 Européens. La rencontre de Conakry offre aux professionnels un espace de dialogue et de partage de bonnes pratiques liées à la production des ressources minières et énergétiques en vue de prendre en compte l'expertise africaine dans la gestion des ressources naturelles. Les professionnels de droit africains sont très attentifs à la gouvernance des ressources naturelles. Toutefois, il convient de noter que très peu parmi eux participent aux transactions et aux contentieux qui s'y rattachent. Pour inverser cette tendance, les barreaux africains engagent des réformes pour le renforcement des capacités de leurs membres, mais ils ont surtout besoin du soutien des autorités politiques et décideurs économiques dans la prise en compte de l'expertise africaine dans les dossiers liés aux mines et à l'énergie en Afrique. Depuis 1970, les Guinéens rêvent au projet Simandou. Le président de la République, en arrivant, nous a instruit de mettre en place un comité stratégique qui va essayer enfin de sortir le Simandou de la phase de projet à sa phase d'exploitation. Et nous avons atteint un niveau que jamais, je parle sous le contrôle de monsieur le président de la Chambre des mines, jamais la Guinée n'a jamais atteint ce niveau parce que nous avons incorporé une JV, nous avons signé un pacte d'actionnaires, nous sommes actuellement en train de négocier la mise en place d'un programme de libération des investissements. Ce rendez-vous de Conakry va aborder 15 panels. 57 spécialistes vont développer des thématiques liées au contenu local, au contrat d'achat d'électricité et la fiscalité minière. L'objectif est d'amener les professionnels du droit à participer activement aux transactions et au règlement de contentieux liés aux mines et à l'énergie. Un véritable programme de spécialisation. Au-delà donc des pouvoirs publics, les expertises viennent le plus souvent de l'étranger pour encadrer le business, orienter le plus souvent vers le règlement des litiges en dehors des pays de situation des mines et de l'énergie. Bien évidemment, dans beaucoup de nos pays, que le juge local peine encore à atteindre des niveaux de performance et de standards internationaux en matière de règlement diligent des litiges miniers et énergétiques. Cette initiative du barreau de Guinée et l'Institut de formation et l'expertise juridique vise à développer les ressources naturelles, une alternative incontournable pour les économies et les populations africaines. À travers cette initiative, les professionnels du droit vont participer pleinement aux efforts pour un développement inclusif. Avant de poursuivre cette édition d'information, le contenu de ce communiqué du ministère du Budget, un communiqué relatif à l'ouverture du guichet unique de réception des états financiers. Le ministre du Budget porte à la connaissance de l'ensemble des contribuables que le guichet unique de réception des états financiers sera exceptionnellement ouvert ce samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 de 8h00 à 15h00. Les entreprises sont incessamment invitées à déposer leur déclaration de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022, accompagnée de la preuve de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés IS via la plateforme e-tax, le cas échéant. Afin d'assurer une gestion efficace de ce processus, les équipes de la Direction générale des impôts sont mobilisées au rez-de-chaussée de l'hôtel des impôts rue KA 005 Almamia, Kaloum, Conakry. En outre, le ministre du Budget précise qu'aucune réception d'état financier n'est autorisée en dehors de ce dispositif. Passé ce délai,
La Direction générale des impôts se verra dans l'obligation de procéder à une imposition d'office conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts. Le ministre du Budget s'est compté sur le civisme fiscal de chacun et de tous. Conakry, le 28 avril 2023, le ministre Dr Lansine Condé. Je le disais également au sommaire, la deuxième édition du Salon de l'orientation est lancée à Conakry. Par cette initiative, les autorités veulent aider les bacheliers à faire de bons choix pour les études universitaires et à promouvoir surtout les filières techniques et professionnalisantes. Plusieurs activités sont programmées et c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui a lancé les travaux. Mounir Bari. Cette deuxième édition du Salon de l'orientation est une occasion pour les élèves de mieux connaître les filières de formation pour faire leur choix de carrière. Des efforts ont été consentis ces dernières années par les départements sectoriels de l'éducation avec la mise à disposition des plateformes d'orientation en ligne. Les journées portes ouvertes sur les institutions vont permettre aux futurs bacheliers d'avoir un premier contact avec l'institution. Donc à l'intérieur de ces journées, nous avons logé des activités telles que des conférences sur le thème central même de l'événement. À l'université, je crois que je vais être journaliste. J'ai eu beaucoup d'idées. Du coup, je crois que je pourrais m'en sortir une fois à l'université. À cette deuxième édition, la chef du département de l'enseignement supérieur annonce des rencontres d'information sur l'orientation. Dans les 7 régions administratives, des panels, masterclass et conférences de débat seront organisés dans les concessions scolaires et universitaires du pays. Nous avons compris que les bacheliers rencontrent souvent des difficultés qui nécessitent un accompagnement. D'où la mise en place par le département, d'abord d'un centre d'appel, mais également des clubs Gupol pour la prise en compte de vos préoccupations lors des campagnes d'orientation. C'est vrai, ces préoccupations varient d'un bachelier à un autre. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'aller à un accompagnement plus soutenu, plus personnalisé. Des journées portes ouvertes permettront aux élèves d'opter pour les branches techniques comme l'ingénierie, les mathématiques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Apprendre à être menuisier, apprendre à être agent comptable, agent commercial. Et après, par le biais d'un dispositif extraordinaire qu'est la passerelle, opter pour aller à l'université et avoir des diplômes d'études supérieures. Ça vous donne 2 avantages. Le premier, c'est que vous avez un métier, vous savez faire quelque chose de vos mains, de votre tête. La deuxième chose, vous avez un diplôme, ça accroît vos capacités. Qu'est-ce que je peux être demain? Qu'est-ce que je peux devenir? Quel chemin je dois prendre? Cet espace répond à ces problèmes. Récemment, un accord de coopération a été scellé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique relatif aux passerelles entre les départements sectoriels. Objectif, diversifier les offres de formation et faciliter l'accès aux formations professionnalisantes. Et voilà qui nous amène à parler justement des journées de l'enseignement technique qui connaissent donc une forte influence. Et l'un des espaces qui attire le plus de monde reste le job dating. C'est un cadre d'échange entre les étudiants et les entreprises. Mais comment ce centre fonctionne-t-il? Quelles sont les raisons de sa mise en place? Quelles sont surtout les attentes des uns et des autres? Enfin, le point avec Mariam Kamara. Par petits groupes ou individuellement, ils rallient tous le Palais du Peuple à l'occasion des journées de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ici, un cadre d'échange entre les entreprises et les apprenants est créé pour offrir des opportunités d'emploi. C'est l'espace Job Dating de cet événement. Le Job Dating est une initiative du ministère de l'Enseignement technique en collaboration avec ITC Integra et ODC, Orange Digital Center, qui a pour objet en fait de permettre à nos apprenants sortants, diplômés et également aux jeunes formés par ITC Integra et ODC de retrouver le secteur privé afin de pouvoir échanger sur des possibilités d'emploi. Nous avons plus de 45 entreprises qui sont là, donc des entreprises qui sont dans différents secteurs. Le premier jour
a été axé sur le numérique et le second jour aujourd'hui, on est dans tout ce qui est pâtisserie et art culinaire. Et demain, ça sera un job dating axé sur l'électricité bâtiment. CV en main, la plupart de ces apprenants sont à leur toute première interview pour un emploi. Tous nourrissent l'idée de pouvoir rejoindre un jour l'une de ces structures. Je trouve l'organisation parfaite. Je rêve qu'on me prenne, que je travaille dans les grands hôtels comme font les autres. Avant, il va falloir que nous, les étudiants, nous-mêmes, on se déplace pour venir vers des entreprises, parfois même tirer refoulé. Si aujourd'hui, c'est les entreprises qui viennent vers nous et que tout ce que nous, on a fait, c'est de se déplacer et venir nous les jeunes. Donc, je dirais que c'est un atout pour nous tous. L'initiative permet l'obtention d'une base de données pour de potentiels recrutements. Le ministère a réussi à mobiliser à cet effet près d'une cinquantaine d'entreprises. Je les sens bien qualifiés parce que déjà, ce que j'ai lu, j'espère bien qu'ils ont la main. Je sais bien. Parce que c'est mon métier, donc il suffit de discuter un peu avec eux, je vois de quoi ils sont capables. Avec ces journées de l'enseignement technique, le principal but est la valorisation des métiers techniques qui permettent aujourd'hui de faciliter l'intégration de nombreux jeunes. Merci à Mariam Kamara pour ces détails. Et puis c'est aujourd'hui que l'on célèbre la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. C'est l'occasion de revenir sur les mesures de prévention des accidents et des maladies en milieu professionnel. Le ministre de la fonction publique a participé par visioconférence à un panel de haut niveau avec ses pairs mobilisés à Genève. Mamadi Terna Kamisoko. Depuis 1996, sous la houlette du Bureau international du travail, la Journée mondiale de la santé et sécurité au travail est célébrée à travers le monde. Une occasion mise à profit pour promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Le 28 avril est aussi une journée de commémoration en mémoire des travailleurs blessés ou morts dans leur lieu de travail. En Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique participe par visioconférence au panel de haut niveau avec ses pairs du monde entier. Distingués invités, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de cette conférence pour le choix porté sur notre pays et ma modeste personne en ma qualité de ministre du Travail et de la fonction publique de la République de Guinée pour intervenir dans ce panel d'ouverture officielle de la conférence que le BIT organise à l'occasion de la 21e journée mondiale de la santé et sécurité au travail, dont le thème est « Un milieu de travail sûr et salubre est un principe et un droit fondamental au travail ». En effet, cette rencontre est une grande opportunité pour notre pays, la République de Guinée, de réaffirmer sa volonté à œuvrer davantage pour promouvoir une amélioration continue des conditions de vie et de travail dans tous les secteurs de l'économie nationale à travers des initiatives en cours dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Mesdames et messieurs, garantir un milieu de travail sûr et salubre est un processus qui interpelle les contributions individuelles et collectives de tous les acteurs du monde du travail, les professionnels de la sécurité et santé au travail, les travailleurs, y compris ceux de l'économie informelle et leurs organisations, les chefs d'entreprise ou les employeurs et leurs organisations, mais surtout l'État ou les gouvernements qui doivent porter le leadership à travers les orientations politiques aussi nationales que sectorielles. Depuis plusieurs années, la Guinée s'est inscrite dans la protection des employés. Plus de 60 conventions sont ratifiées par le pays. Mieux, la commission tripartite, gouvernement, syndicats et patronat, travaille à adopter la politique et le programme national de santé et sécurité au travail aux nouvelles réalités. Ces mandats tripartites viennent de valider ce 20 avril 2023 le document du programme national de sécurité et santé au travail qui fera l'objet d'adoption avec la politique nationale comme le souhaitent vivement les autorités actuelles de notre pays, qui encourage toute initiative visant à améliorer la qualité de vie des populations en général et des travailleurs en particulier. Ce premier programme quinquennal sur la sécurité et santé au travail constitue donc une valeur ajoutée pour matérialiser la vision et les idéaux du cadre d'orientation de la refondation de l'État. Un environnement de travail salubre et sûr, principe et droit fondamental du travail est le thème de cette 21e édition. Ce panel auquel participe le ministre Julien Yombounou mobilise les décideurs du monde à agir ensemble pour des actions fortes en milieu du travail.
Et puis ce communiqué du ministère de la fonction publique, conformément aux dispositions du décret D 2022-05-26 PRG CNRDS-IGG du 2 novembre 2022, modifiant le décret D 250 PRGS-IGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée. Le ministre du Travail et de la fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du lundi 1er mai 2023, journée internationale des travailleurs et fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail et de la fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs. Julien Yambouno. Une forte délégation a représenté le chef de l'État à la cérémonie de réouverture ce vendredi de la grande mosquée de Boulbiné. C'est un projet financé par le budget de souveraineté du président de la transition. Les populations de Kaloum, fortement mobilisées pour la circonstance, ont prié et remercié le colonel Mamadi Doumbouya pour ce geste hautement symbolique. Fatoumata Kourma. À quelques mètres du palais présidentiel, la mosquée de Boulbiné est l'une des plus grandes et anciennes de la commune de Kaloum. Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, y a plusieurs fois effectué ses obligations religieuses. Le chef de l'État, à l'image de la rénovation en cours du sanctuaire marial de Bofa, haut lieu du culte chrétien, entièrement pris en charge par son budget de souveraineté, vient de faire grâce à la mosquée de Boulbiné, dont la réouverture a eu lieu ce vendredi 28 avril 2023. Les fidèles musulmans du quartier Boulbiné s'y sont fortement mobilisés pour effectuer leur prière hebdomadaire du vendredi. Une forte délégation composée du ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Elhaj Karamo Diawara, du conseiller personnel du chef de l'État, Elhaj Cherno Mamadouba, ainsi que des membres du cabinet civil de la présidence de la République, y a également communié avec les populations de Boulbiné. Dans son sermon du jour, le premier imam de la mosquée exprime toute sa reconnaissance ainsi que celle de ses concitoyens au président Mamadi Doumbouya. ndara baghi kala muti miriba mi moli rabama fere na miri ni reno me moli de badi be barra fala kiri abarra fala firi kona barra fala to fale de abarra fala to fale de yi colonel Mamadi Doumbouya ala faghi na ganna legine kaybe ali lagnake ya barek beli anaka fa afa dente gele gine kaybe anaka hunti ya min yirabe anaka fa salibe fore na kade isali de muna kare furra awali mu ma ga sobe nan kui amma matandi ana kare furra fa be aba sobe afala ga be yume nan ma simiti ma ingénieur de restaurant entreprise sakan ane nan sayin bumbu kire da wufa ne fe muto hamuta ma fele be nuna wodi mu ba yin be kabara en mure mi won logo ne be ku e ka woli folo e mange e gare de bole be fore ne ka mu bada wali to abara mu kene ko da yilu mu ay fo ngoma ba sebu mu ri bilija mu na mu yi amu fo tere mu ko be tawalu mu yi mu na madi ina wa mi soko muna mo ma inongo mo inongo mo yego nere bulu bine ko wa mato ko le Mamadi Doumbouya ala ristura wa fala bina khami khimo di de baybe ala makanda be ya gi makui ko na kirna chantier nan kui agama gore mu nyefri leri nde nyeto ngore bagade nde nyefu nu ndere ba matanga ye kere nundi waibe mu campagne da ba mo menge be ne ribi akulu me ko le Mamadi Doumbouya tam abaranki abara bole bineki an wala ala khasarifi.
Il renchérit en précisant que seul Dieu a le pouvoir de défaire ce qu'il a fait. Si mayan denanda o mokontira kana kan be kontinali se musa ma ko se mu ba wara kasi le ba isi gamane kasi le balali isi gamane ko len ma wadi dumbuya ala si ma na kan fi abadana sotoma ala tan na kan fi ga mala gine kayeti la gine kay wo mutin anatan nan yerema kana tan nan na ba ma be. En tout cas, vous avez fait le rêve. Anga fala, pour le monde numbuyabe, ma bimbari kon nabe, et barabamadi dumbuya tungu. Et baratungo, bileon baratungo, tout en dengambe, baratungo. Et baratungo, bawarati mugube, wangala alara, narabe fangala alara, tanka boulebina gala alara. Les femmes du quartier Boulbiné remercient également le chef de l'État pour son acte. Tous les musulmans aujourd'hui sont mobilisés, surtout Boulbiné, pour aller inaugurer la mosquée. Donc on ne fait que remercier le président Mamadi Doumbouya, qui a eu le courage pour faire face. On ne fait qu'avec le nom de toute la famille pour faire du remerciement, du grand remerciement, que Dieu le bénisse, que Dieu l'encadre, que Dieu le protège. Vraiment, nous sommes contents. La famille est contente de Mamadi Doumbouya. Dunia nous la avec Kinara Lumé avec Kine. Ka alati, moi le mugandre Mamadi Doumbouya be. Mamadi Doumbouya nouali 1000 fois. Anaka ne bara ma bari betarabe. Abara bade nambe. Abara bade nambe. Et puis abara koine. La Guinée bin kere na. Avec le fait 4 jeunes naturels, la Guinée est une famille. La Guinée, tout pour la Guinée. La mosquée Boulbiné a connu plusieurs rénovations, mais celle effectuée par le président du CNRD propulse ce lieu de culte au niveau des grandes mosquées du monde. La mosquée a été rénovée 2 ou 3 fois, mais cette fois-ci, vraiment, ça peut être une mosquée représentative, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Les Guinéens doivent continuer à croire à la volonté seul de Dieu. Nous sommes tous dans la main de Dieu. C'est Dieu qui sait seul ce qui va arriver demain. Les religieux ne cessent de prier pour le chef de l'État, pour le bonheur de toute la population guinéenne. Plusieurs lieux de culte ont été construits et rénovés à Conakry, ainsi que dans l'arrière-pays, sous l'ère CNRD, ce qui affiche l'attachement et le respect que voue le président de la transition aux confessions religieuses de son pays. Ibe fure ne ke dangire ne horme bekara mun ga keni wayarati ko le wandi dumbuya ira sutura ira hiyabu ira sansan suara bole bile saraka na kamba na saraka ira sansan. Un mot de sport pour dire que la Guinée vient de bénéficier du programme Football for Schools de la FIFA. C'est un programme innovant qui vise à promouvoir la pratique du football en milieu scolaire. Les activités qui se sont déroulées sur 3 jours ont connu la participation de plusieurs enseignants et éducateurs du pays. Kadiatou Traoré. Cette initiative de la FIFA, en collaboration avec le ministère en charge des sports et de l'enseignement préuniversitaire, vise à promouvoir le football en milieu scolaire avec des méthodes innovantes d'enseignement au centre technique Projet Gaulle. Ce projet permettra aux enseignants et encadreurs sportifs guinéens d'être outillés pour accéder aux ressources d'enseignement de qualité, telles que les vidéos de démonstration, des plans de leçons et des évaluations. On va les former dans la méthodologie de Football for Schools. Et c'est une méthodologie assez spéciale, assez différente à cette autre méthodologie qu'on a dans le foot. Parce que c'est une philosophie dans laquelle on mélange les foot et les valeurs, et les aptitudes pour la vie. Donc c'est ça l'idée, d'essayer de les former, de quelle façon on peut passer des valeurs, on peut passer des messages éducatifs dans les séances de foot. C'est ça l'objectif final de ces programmes. La FEGIFOOT est convaincue que ce programme FIFA for School est un ambitieux projet de la FIFA qui a pour but de contribuer à l'éducation, au développement et à l'autonomisation de près de 7 millions d'enfants à travers le monde. Le jeune qui est en Europe
dans des pays qui sont plus structurés. Ils ne sont pas plus forts parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont plus forts parce qu'on a décelé leur talent très tôt et on les a formés, on les a encadrés. Les nôtres, ils jouent dehors, dans la poussière, sans accompagnement. Et c'est cela que la FIFA veut changer, donner la possibilité à tous de jouer au football dans les mêmes conditions. L'expertise des techniciens de la FIFA contribuera à améliorer le niveau des élèves et promouvoir les valeurs positives telles que le fair play, l'esprit d'équipe, la solidarité, la santé et l'éducation. Demain, je vais devenir une grande championne et avoir beaucoup de trophées en or. J'ai vu beaucoup de miracles ici. Durant 3 jours de formation, la quarantaine de participants a été outillée en technique d'encadrement des jeunes sportifs à l'école. À coup sûr, cet accompagnement va améliorer les performances, notamment celle du complexe scolaire Ben Sekoussila, qui est champion d'Afrique de la première édition du championnat africain scolaire de football de la CAF. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.